euh, en quoi ces deux sujets fonctionnent en totale synergie. Alors, je me présente, Patrice Garcia, je suis le délégué régional Occitanie du groupe AFNOR et j'aurai le plaisir de co-animer cette webconférence avec Anne Mélanie, donc, qui s'occupe de développer la thématique de l'environnement et de l'économie circulaire pour l'ensemble du groupe AFNOR et à qui je vais laisser très rapidement la parole. Donc, cette webconférence se fera en deux temps. Donc, je laisserai la parole à Anne pour rappeler ce qu'est l'économie circulaire, quels sont les outils et méthodes qui existent aujourd'hui pour aider les organisations à mettre en place ce type de démarche. Et puis également faire le lien entre économie circulaire et industrie du futur. Et puis en second temps, je prendrai le relais pour vous présenter un programme de soutien qui a été lancé en région Occitanie pour accompagner les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur, dans lequel vous verrez l'économie circulaire a pleinement sa place. Alors, si vous avez des questions à poser, à nous poser, n'hésitez pas. Vous avez un chat, n'hésitez pas à l'utiliser. Et ma collaboratrice, voilà, Nathalie Maraval, nous partagera ces questions. Nous avons prévu avec Anne des petits temps sur lesquels vous pourrez pleinement vous exprimer. Alors, une question a été posée. Cette webconférence est enregistrée et vous recevrez également donc, les supports sous format électronique. Alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de coupler ces deux sujets, industrie et économie circulaire? Tout simplement parce que ça nous semble être voilà, deux mouvements, je dirais, voilà, en totale synergie. Alors, il n'existe pas aujourd'hui de définition officielle de ce qu'est l'industrie du futur. Ceci étant, j'en ai trouvé une assez intéressante donc, qui a été voilà, développée par la région Occitanie et qui considère que l'industrie du futur, c'est l'industrie qui va finalement recouvrir les nouveaux sujets, les transformations liées aux nouvelles technologies, mais aussi au numérique pour permettre aux entreprises de gagner en performance et en compétitivité. Alors là où, donc jusque-là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs du développement économique ne considèrent pas l'industrie du futur comme une industrie polluante. Et donc, tous ces progrès technologiques, numériques, doivent permettre aussi aux organisations de répondre aux exigences de plus en plus importantes liées à leurs responsabilités, qu'elles soient environnementales, voire plus largement de responsabilité sociétale. Et on verra en quoi l'économie circulaire peut être un sujet sur lequel l'industrie de demain doit se pencher pour finalement limiter son empreinte je dirais, environnementale. Et puis aussi, l'industrie du futur, ce n'est pas qu'une vitrine technologique, c'est aussi la capacité à adopter de nouveaux modes de management plus agiles, parfois plus en adéquation avec les attentes des nouvelles générations, voire même d'inviter les structures à penser à de nouveaux modèles économiques. Et on verra là aussi en quoi l'économie circulaire peut être un nouveau modèle sur lesquels les entreprises peuvent et doivent s'orienter. Et on verra qu'on a déjà quelques exemples de réussite qui vous sera donné par Anne Benadi dans quelques minutes. Voilà, donc ça, c'était quelques mots voilà, d'introduction pour resituer finalement ces deux sujets et montrer en quoi ils cohabitent totalement. Alors Anne, je vais te laisser maintenant la parole. Alors là, vous avez, excusez-moi, le programme donc, de cette webconférence. Donc les trois premiers temps seront animés par Anne Ménadi. Donc commencer par économie circulaire, finalement, de quoi on parle. Quand on a dit qu'il fallait
qu'il fallait orienter les entreprises vers l'économie circulaire, se pose toujours la question du comment, avec quels outils, quelles méthodes. Et on va voir qu'il existe des outils et méthodes en cela et qu'il existe également des normes volontaires qui peuvent accompagner les entreprises dans la structuration de ce type de démarche. On verra également en quoi l'économie circulaire est créatrice de valeur pour l'industrie. Et on terminera, comme je le disais en introduction, par une présentation du programme de soutien Industrie du futur lancé par la région Occitanie il y a presque maintenant 2 ans. Voilà pour le programme. Je vais maintenant te laisser la main, Anne. Ouais. Merci beaucoup, Patrice. Voilà, ça y est. Tu m'as donné le contrôle, super. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette webconférence avec Patrice Garcia. Comme il l'a indiqué, moi, je m'occupe au niveau transversal pour le groupe AFNOR de développer le sujet de l'économie circulaire et de mieux répondre aux besoins des entreprises et de tout type d'organisation en la matière. Pour l'introduction, en fait, je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée en 2020 auprès de plus de 800 organisations, donc plutôt des entreprises privées de plus de 10 salariés. Donc, nous avons mené cette étude au moment du premier confinement et nous en avons tiré les enseignements que je vais vous partager. Et ensuite, j'entrerai un petit peu plus dans le concret de ce que c'est que l'économie circulaire et comment ça se traduit pour les organisations avec des exemples concrets. Vous me dites qu'on m'entend de loin. Pourtant, j'ai mon casque micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça va. C'est bon maintenant? Vous m'entendez bien? Je vais rapprocher mon... Bon, alors, ok, bon, mais super, merci. Je continue. Du coup, où en sommes-nous? Alors, attendez. Excusez-moi. Donc, avant de se lancer dans l'étude, une définition de ce que c'est que l'économie circulaire. Donc, Patrice disait qu'il n'y avait pas de définition de l'industrie du futur, en tout cas dans la réglementation ou dans les normes. Par contre, pour l'économie circulaire, il y a une première définition qui a été validée par différents acteurs, par consensus. Et donc, c'est le texte que vous voyez en bas à gauche. L'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité d'utilisation des ressources, à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Donc, en fait, cette phrase est un peu longue, mais pour faire court, l'économie circulaire, on l'oppose en fait à l'économie linéaire, le modèle économique dans lequel nous vivons actuellement et qui consiste à exploiter les ressources sans prendre en considération la finitude de la planète Terre et à produire toujours plus de déchets. Donc, les modèles d'économie circulaire, ils s'inspirent de la nature et de leur fonctionnement en boucle, puisque la nature ne produit pas de déchets. Et donc l'idée, le principe même de l'économie circulaire, c'est de ne plus produire de déchets et de faire en sorte que tout déchet devienne à nouveau une ressource dans les boucles économiques. J'essaie de faire défiler les... Voilà. Donc, où en sommes-nous? Là, c'est donc le résultat de l'étude que nous avons menée en 2020 en partenariat avec l'association Auré. Du coup, donc c'est une étude que nous avons menée auprès de 800 entreprises. Alors, sur la gauche, vous voyez les 7 domaines d'action de l'économie circulaire. Je vais prendre un petit temps par la suite pour les définir plus précisément et vous donner quelques exemples concrets pour qu'ils soient compréhensibles. Mais on voit bien, en tout cas sur cette étude, que les entreprises ne s'emparent pas de tous les domaines d'action de l'économie circulaire
au même rythme. Le domaine d'action le plus emparé, c'est la gestion de la fin de vie. Donc, c'est une fois qu'on est confronté à un déchet, comment est-ce qu'on fait pour en limiter les impacts sur l'environnement. Pas loin derrière arrive l'approvisionnement durable, qui est pris en main déjà par 56% des répondants. Et puis, ex aequo, viennent la consommation responsable et l'allongement de la durée d'usage. Les trois derniers sur le podium sont donc l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de la fonctionnalité, qui effectivement sont moins bien prises en main à ce jour par les entreprises. Concrètement, en termes d'action sur la ressource, ou en termes d'action concrète pour activer l'économie circulaire, la grande majorité des entreprises travaillent d'abord sur réduire leur consommation et leurs impacts, donc pour 65% des répondants. À peine la moitié, donc 47%, remplacent les matières premières et composants progressivement, donc par des matières premières soit recyclables, soit issues, soit des matières premières secondaires issues du recyclage, soit des matières premières qui soient plus faciles à démanteler ou qui puissent être compostables ou décomposées en fin de vie. 45% sensibilisent et forment les salariés. Et enfin, 44% investissent dans du matériel ou des infrastructures, donc investissent dans un changement, dans une transformation, agissent sur la transformation de leurs procédés industriels pour rendre leurs procédés plus circulaires. Alors. Du coup, en termes de difficultés rencontrées par ces entreprises qui mènent des projets d'économie circulaire, en termes de facilitateurs, on va démarrer par les facilitateurs, 78% déclarent que le facilitateur pour activer l'économie circulaire dans leur entreprise, c'est l'engagement et la décision de la direction d'y aller. Deuxième facilitateur, c'est l'accompagnement extérieur, qu'il s'agisse d'un accompagnement organisationnel, donc pour aider l'entreprise à réorganiser ses processus, ou bien un accompagnement technique. Et troisième point, le besoin, donc le facilitateur figure consiste en la compréhension, la formation et la connaissance des collaborateurs, puisque ces concepts sont nouveaux pour certains, et donc effectivement il y a une facilitation à aller vers ces projets d'économie circulaire lorsque les collaborateurs sont déjà bien informés, sensibilisés sur les méthodologies, sur les techniques, sur les outils qui existent. Et maintenant donc les difficultés. Si ma souris veut bien réagir. Voilà, les difficultés. Alors, les difficultés, donc, je vais répondre à votre question tout de suite, Monsieur Donini, mais par contre, voilà. Numéro 1, la gestion de l'allocation du temps. Donc, c'est une difficulté qu'on retrouve dans beaucoup d'études. Bien souvent, lorsqu'il s'agit de mettre en place de nouveaux chantiers, il est complexe de trouver le temps pour les mettre en place. Deuxième difficulté, c'est le niveau de maturité technique au sein de l'organisation et dans les technologies qui sont à disposition de l'organisation pour mettre en place ces nouveaux modèles. Et enfin, troisième difficulté, le niveau de maturité des acteurs de la filière, puisqu'on va le voir, l'économie circulaire, elle ne se fait pas pleinement lorsqu'on agit seul dans son coin, elle doit se faire avec la chaîne de valeur amont et la chaîne de valeur aval pour être pleinement efficiente. Donc, il y avait une question, effectivement, l'économie circulaire ne renvoie-t-elle uniquement au recyclage ? Ne consiste-t-elle pas en une multitude d'actions mises en place en faveur d'un développement durable? Oui, c'est exactement mon propos. L'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, l'allongement de la durée d'usage, ce sont les domaines d'action qu'il faut activer pour faire de l'économie circulaire. Lorsqu'on se limite à la gestion des déchets et au recyclage, on n'est pas véritablement acteur de l'économie circulaire. Par contre, ce qu'on constate dans l'étude, c'est ce qui est ressorti de l'étude, c'est que les entreprises ne sont pas toutes encore à un niveau de maturité aussi avancé pour dire je fais de l'économie circulaire, mais elles attaquent ce gros chantier par l'angle des déchets et par l'angle de la réduction de la production des déchets, la gestion efficace de leurs déchets, de leurs produits de matière en fin de vie.
Voilà. Donc, ce n'est effectivement pas mon propos de dire que l'économie circulaire se limite au recyclage, au contraire, mais c'est tout de même effectivement la gestion des déchets qui est le premier chantier pris en main par les entreprises. Alors, je continue. J'ai un souci de contrôle d'écran. Voilà. Et donc, en matière d'impact, donc on a demandé aux entreprises qui ont répondu à l'étude quels sont, selon vous, qu'est-ce que va impacter l'économie circulaire pour l'avenir. Et donc, à 75%, c'est la conception des produits ou des services qui va être impactée. 67%, donc c'est quand même aussi un chiffre non négligeable, la chaîne de valeur amont, donc la partie approvisionnement. Et à 60%, la chaîne de valeur aval. Donc, aux trois niveaux, en fait, sur les trois enjeux, on a quand même un fort impact estimé pour plus de 60% des répondants. Et on voit en dessous des verbatims qui ont été mentionnés, donc des réponses qui ont été données un peu quali par des entreprises, où on voit que la démarche est transversale, qu'il faut investir donc, en R&D, bien évidemment, pour modifier la façon de produire, donc les procédés industriels, et également la façon de s'approvisionner. Et donc, lorsqu'on lève le frein sur la capacité d'investissement, ça permet d'y aller franchement, comme nous le faisons cette année. Donc ça, c'est sur la chaîne de valeur amont et également la conception, puisque lorsqu'on modifie sa façon de produire, on modifie aussi sa conception de produit. Et enfin, voilà, sur la chaîne de valeur aval, on peut citer, on parle toujours beaucoup de l'offre des entreprises, mais on ne parle pas de la demande. Donc, ce n'est pas la même image de dire je vais acheter une machine à laver plutôt que de dire je vais avoir l'usage d'une machine à laver. Il y a donc toute une partie de changement du comportement de la part des consommateurs, des utilisateurs, et l'entreprise y a sa part à jouer. Donc, comme je vous le disais, l'enjeu de l'économie circulaire n'est pas uniquement l'enjeu d'une organisation au cœur de son organisation, mais ça va bien au-delà en amont et en aval. Alors, hop. Du coup, j'ai passé la slide de titre, c'est pas très grave. Du coup, on va aller un petit peu plus dans le détail des 7 domaines d'action de l'économie circulaire. Je les ai survolés avec les résultats de l'étude, mais là, on va les étudier un par un. Vous voyez, donc, on va les étudier indépendamment les uns des autres, mais il faut toujours bien avoir à l'esprit qu'ils sont à considérer de façon holistique et donc de façon concomitante. Et lorsqu'on ne fait que de l'éco-conception, on ne fait pas d'économie circulaire, ou lorsqu'on fait que de la gestion efficace des matières ou produits en fin de vie, on ne fait pas d'économie circulaire. Il faut véritablement réfléchir à l'ensemble de ces 7 domaines d'action pour faire œuvre d'économie circulaire. Alors, le premier domaine d'action, c'est l'approvisionnement durable. Et donc là, il s'agit d'agir au niveau du mode d'extraction des matières premières. Ça vise à effectivement exploiter de façon la plus efficace possible et la moins impactante sur l'environnement possible des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non. Et il s'agit également dans ce domaine d'action d'intégrer dans ces pratiques achats des éléments d'achat plus responsables, achat privé ou public bien sûr, donc notamment avoir recours à des achats en coût complet, modifier effectivement la façon dont on exprime son besoin et dont on fait son sourcing de fournisseurs pour faire appel à des fournisseurs plus responsables également. Donc, un cas concret, c'est l'entreprise Fairphone qui a éco-conçu des smartphones, donc des smartphones qui sont démontables et réparables, et qui a également mis en œuvre des pratiques d'approvisionnement durable, puisque les téléphones portables sont composés d'une cinquantaine de composants différents, dont des métaux rares, des terres rares, et dont également des métaux à fort enjeu social et environnemental, puisqu'ils sont extraits dans des mines, dans des conditions assez délicates, dirons-nous, pour ne pas dire pire, dans des pays en développement. Et donc, ils ont tenté, dans leur pratique d'approvisionnement, d'augmenter l'utilisation de matériaux recyclés, donc pour limiter le besoin d'extraction
exploiter de nouvelles mines. Et également, ils travaillent avec leurs fournisseurs et les fabricants avec lesquels ils travaillent pour avoir une filière d'approvisionnement la plus transparente possible et donc rendre des comptes sur la façon dont ils s'approvisionnent dans tous ces métaux, toutes ces terres rares. Un outil qui est très utile lorsqu'on veut mettre en place des pratiques d'approvisionnement durable ou d'achat responsable, c'est la norme ISO 20400, une norme de ligne directrice qui donne quelques outils, notamment les pratiques d'achat en coût complet, donc qui visent à, lors d'un achat, intégrer dans le prix d'achat le prix de tout le cycle de vie du produit ou du service qu'on acquiert. Donc, il y a plusieurs outils dans cette norme ISO 20400 pour mettre en place des pratiques d'achat responsables. Deuxième domaine d'action, l'éco-conception. Et donc là, il s'agit effectivement, au moment de la conception des produits, d'intégrer les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit, donc non seulement la fabrication, mais également lors de l'extraction, l'assemblage, le transport, l'utilisation. Et donc, ce domaine d'action-là est très important, notamment lorsqu'on a la main sur la fabrication des produits, pour toutes les entreprises qui souhaitent en limiter les impacts environnementaux, intégrer éventuellement des matériaux issus du recyclage ou bien recyclables. Donc, il s'agit ici vraiment du cœur de l'entreprise industrielle. Il y a 2 guides de référence pour l'éco-conception, une norme ISO qui est l'ISO TR 14062 et puis un document français qui a le nom de code NFX 30264 qui est en fait une traduction très opérationnelle de comment mettre en place une démarche d'éco-conception dans son entreprise, avec en annexe également tout un ensemble d'outils, de checklists, enfin d'éléments qui aident les organisations à mettre en place de l'éco-conception. Un exemple d'éco-conception, si j'arrive à faire défiler, voilà. Donc cet exemple d'éco-conception, c'est Bouygues Construction qui en a fait la promotion. En fait, il s'agit de l'entreprise Wicona, donc qui est fabricant de systèmes d'ouverture et de fermeture en aluminium. Et donc, l'aluminium est un métal qui consomme énormément d'énergie lors de sa fabrication. Donc là, Wicona a éco-conçu de nouveaux systèmes qui sont composés à 75% d'aluminium recyclé, donc issu du démantèlement d'anciens bâtiments. Et ça permet de diviser par 4 l'empreinte carbone, donc les émissions de CO2 liées au cycle de vie, sur tout le cycle de vie de ces produits. Donc c'est un exemple très, très concret d'éco-conception de produits et qui, dans le cadre d'un partenariat avec un acheteur, donc avec Bouygues Construction, permet de pérenniser le modèle économique également. La symbiose industrielle, ou autrement baptisée l'écologie industrielle, c'est un système qui invite effectivement les acteurs économiques à échanger leurs flux entre eux. Alors, pour faire simple, on dit que le déchet de l'un devient la ressource de l'autre, mais on peut également imaginer partager des flux, mutualiser des flux, donc mutualiser des besoins également. Et donc, il s'agit dans ce cadre-là vraiment d'optimiser l'utilisation, l'exploitation des ressources, qu'on parle d'eau, d'énergie, de matière, de déchets, mais également d'équipements et d'expertise de personnel. Et donc, on a quelques exemples, comme ici les achats groupés de services de collecte de certains déchets, qui permet d'avoir un seul service de collecte pour plusieurs acteurs et non pas différents prestataires qui chacun émettent du CO2 lors de leur tournée. Deuxième exemple, c'est la méthanisation des déchets organiques. Donc là, c'est en lien avec tout ce qui est agroalimentaire et agricole.
Les déchets organiques jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, n'étaient pas considérés comme une ressource. Et maintenant, de plus en plus, se développent des unités de méthanisation qui permettent de produire du biogaz, et donc qui vient alimenter ou de la chaleur, et qui viennent alimenter donc, des réseaux de chaleur, ou bien des systèmes ou des systèmes de flotte de véhicules qui sont adaptés pour le biogaz. Un outil très utile pour ce qui concerne les échanges de flux de matière et d'énergie, c'est la norme ISO 14051 et sa petite sœur, la norme ISO 14052, qui décrivent les méthodes d'analyse des flux de matière et qui permettent de comptabiliser ces flux de matière et ensuite de pouvoir identifier où sont ces flux les plus importants et où on peut trouver des économies en leur trouvant d'autres débouchés ou bien en les partageant avec d'autres. Deuxième outil normatif, alors là, qui est dédié à l'énergie, c'est la norme ISO 50009, qui est une norme toute récente qui fait suite à la norme ISO 50001 sur le management de l'énergie. La norme ISO 50009, elle consiste à piloter un système de management de l'énergie collectif, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs entreprises, plusieurs sites qui consomment de l'énergie ou qui pilotent chacun leur système de management de l'énergie, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble du besoin en énergie et améliorer la performance énergétique de l'ensemble de ces entreprises sur un territoire donné. La norme ISO 50009 permet de faciliter la gestion des flux et des besoins en énergie sur un territoire donné, et donc permet d'avoir une meilleure anticipation également du besoin vis-à-vis de son fournisseur d'énergie. Alors, j'essaie. Ensuite, l'économie de la fonctionnalité. Donc, comme vous l'avez vu en introduction, c'est un des derniers domaines d'action emparés par les entreprises, et pourtant il est porteur de beaucoup d'économies de ressources. Donc, l'économie de la fonctionnalité, il vise à privilégier l'usage d'un bien à la possession d'un bien, et donc on dit qu'on vend des services à la place de vendre des biens. Ça va un petit peu plus loin que ça. On parle aussi d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, puisque pour définir le juste service et le juste besoin du client, il faut beaucoup échanger avec lui, de telle sorte à ce que le bénéfice soit partagé entre l'utilisateur et le propriétaire, entre guillemets, du bien. Donc, parmi les exemples, il y a Signify, qui est une filiale de Philips et qui ne vend plus d'ampoules, qui ne vend plus de système d'éclairage clé en main. Par contre, ils vendent des heures d'éclairage, et un exemple très emblématique, c'est qu'ils ont un contrat avec l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, pour lequel donc, ils sont complètement Signify reste propriétaire de tout le système d'éclairage de l'aéroport et s'engage à faire baisser la facture d'énergie de l'aéroport, de l'exploitant. Et de ce fait, donc, à la fois Philips est incité à éco-concevoir, à bien maintenir, à utiliser les matériaux les moins consommateurs d'énergie et les plus robustes, et à la fois Schiphol est gagnant puisque ça fait baisser sa facture d'énergie et qu'il n'a plus à gérer la maintenance de ces systèmes d'éclairage. Donc Michelin, c'est un cas très connu qui vend des kilomètres roulés plutôt que des pneus. Donc Michelin reste propriétaire de ses pneus, ça c'est pour les poids lourds, hein, et ainsi conserve également la mainmise sur la matière, donc le caoutchouc qui forme ces pneus, et ce qui est beaucoup plus économique que d'exploiter des champs d'EVA pour fabriquer des pneus neufs. Et donc tout le monde est gagnant sur ce modèle économique qui existe depuis maintenant au moins 30 ans. Dernier exemple, c'est Pandobac. Pandobac, c'est un nouvel entrant qui propose un service de logistique zéro déchet, notamment aux acteurs de la restauration et aux vendeurs sur les marchés de plein vent.
sur lesquels jusqu'ici on voyait pulluler beaucoup de cagettes en bois ou de cagettes en polystyrène à usage unique et qui finissaient donc, qui avaient une durée de vie très très courte. Donc Pandobac reste propriétaire de ces barquettes de transport et a éco-conçu ces barquettes pour qu'elles aient une durée de vie plus longue également. Et du coup, il vend vraiment tout le service de livraison, nettoyage, ramassage également de tous ces systèmes d'emballage et réduit de ce fait la quantité de déchets d'emballage produits par ces acteurs de la restauration et des marchés de plein vent. Je continue avec, si ça veut bien défiler, la consommation responsable. Donc là, le sujet de la consommation responsable, c'est donner aux consommateurs, qu'il s'agisse de consommateurs final ou une entreprise, un acheteur, l'information juste et avérée sur les impacts environnementaux, socio-économiques de son produit pour qu'il puisse faire son acte d'achat en toute connaissance de cause. Donc, il s'agit également dans ce domaine d'action de proposer aux consommateurs des produits issus du réemploi, des produits réparables ou réutilisés et réutilisables, de telle sorte à ce qu'un même produit puisse avoir plusieurs vies. Deuxième point, effectivement, il faut que les acheteurs, les prescripteurs soient informés sur les composantes environnementales et sociales du produit. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche avec notamment l'affichage environnemental, donc le système de notation ABCDE qui définit donc un niveau d'impact environnemental d'un produit. Et également, dernier point, la consommation responsable passe par des modifications des modes d'achat. Donc, on parle notamment de consommation collaborative, de consommation partagée, voilà, d'économie du partage. J'arrive à l'avant-dernier domaine d'action, l'allongement de la durée d'usage. Donc là, il s'agit, comme son nom l'indique, de faire en sorte que le produit ou le service reste le plus longtemps possible dans le cycle économique, qu'il ne devienne pas un déchet. Et donc, pour cela, on parle des 3 R, donc la réparation, le réemploi et la réutilisation, qui sont les 3 leviers de l'allongement de la durée d'usage. Et la différence entre réemploi et réutilisation, c'est que dans un des 2 cas, le produit passe par le statut de déchet et dans l'autre cas, donc la réutilisation, le produit est devenu un déchet et est utilisé de nouveau. Donc là, il s'agit effectivement, pour faciliter ce domaine d'action, il faut faciliter la réparabilité des produits, leur modularité, le fait qu'ils puissent avoir des mises à jour logicielles régulières et simples, donc lutter contre l'obsolescence. Et j'ai mentionné 2 exemples ici. Donc on voit Möbius, qui est un acteur du réemploi de matériaux issus du bâtiment, notamment des planchers du bâtiment qui, en fin de vie, sont encore en très, très bon état et peuvent donc être réemployés dans d'autres bâtiments. Et deuxième exemple, Rejouet, qui est un acteur de la réparation et du réemploi des jouets et qui se développe très fort avec l'arrivée bientôt d'une filière REP, donc une filière à responsabilité élargie des producteurs sur les jouets. J'arrive enfin au dernier domaine d'action. Si je peux faire défiler. Voilà. Gestion efficace des matières ou produits en fin de vie. En fait, on voit que c'est effectivement le premier palier à mettre en œuvre pour limiter la production de déchets, c'est la prévention. La réutilisation et le réemploi arrivent en deuxième. Pour la prévention, mais tous les domaines d'action que je vous ai cités précédemment servent à la prévention de la production de déchets. La réutilisation et le réemploi, c'est l'allongement de la durée d'usage. Et en fait, dans la gestion efficace des matières ou produits en fin de vie, on voit les quatre dernières façons de traiter les déchets, à savoir le recyclage, leur valorisation énergétique, leur incinération sans récupération de chaleur, du coup, et leur enfouissement en tout dernier lieu. Donc là, il s'agit effectivement de toutes les techniques de transformation des déchets qui permettent d'en réintroduire tout ou partie dans un cycle de production.
Et je vous ai présenté un exemple à droite qui est l'entreprise Sullo, anciennement Plasticomium Environnement. Sullo est un acteur de la gestion des déchets puisqu'il fabrique les conteneurs à déchets qu'on a tous en pied d'immeuble ou en pied de bureau. Et ces conteneurs à déchets sont en plastique à 98% à partir de plastique recyclé. Ils ont intégré dans leur process de production, bien sûr, les granulés de plastique issus de sites de recyclage, mais ils ont également eux-mêmes un outil qui leur permet de recycler de réexploiter, de recycler leurs propres conteneurs à déchets et les conteneurs à déchets de leurs concurrents qui seraient en fin de vie. Voilà, donc ce sont des acteurs de la fin de la boucle de l'économie circulaire, mais effectivement, ils sont quand même assez exemplaires dans leur façon de gérer leur matière première. Voilà pour les 7 domaines d'action. C'est un petit peu dense comme information, mais je voulais faire ce passage-là parce que chaque domaine d'action est important en lui-même et doit être corrélé aux autres. Donc, on les voit de nouveau ici, ces 7 domaines d'action. Et comme je vous l'ai dit, ils doivent être abordés de façon holistique. Et c'est ce qui est présenté dans l'outil normatif XP X30-901, qui est un document qui a été publié en 2018. Et c'est un document qui propose, qui est un système de management de projet d'économie circulaire. Donc, c'est une norme de système de management, comme les normes ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement, à la différence que là, il ne s'applique pas nécessairement à une organisation, mais il s'applique à un projet. Donc, par projet, on peut entendre changement de modèle économique, on peut entendre nouvelles pratiques d'approvisionnement, on peut entendre également mise sur le marché d'une nouvelle gamme de produits éco-conçus avec un affichage environnemental. Et donc, le projet peut être effectivement défini par l'entreprise pour lui permettre d'opérer sa transformation de façon progressive et non pas forcément transformer l'ensemble de son organisme en un seul mouvement. Donc, le document vous permet d'avoir une vision des étapes que vous pouvez suivre pour faire en sorte que le projet que vous avez en tête contribue bien à la transition vers l'économie circulaire. En cela, il vous invite à prendre en compte simultanément la contribution du projet aux 3 dimensions du développement durable, donc la dimension environnementale, la dimension économique et la dimension sociétale, à identifier également leurs effets directs, leurs effets indirects et leur transfert d'impact entre ces 3 dimensions et entre les 7 domaines d'action de l'économie circulaire que je vous ai présentés juste avant. Et donc, pour schématiser, cette norme, en fait, elle vous invite à, lors de la constitution d'un projet, cartographier par une matrice de croisement 3x7. Donc, on va croiser les 3 piliers du développement durable et les 7 domaines d'action de l'économie circulaire pour identifier là où vous avez des leviers d'action, là où vous n'en avez pas, et là où vous risquez de générer un transfert d'impact. Et donc desservir la cause de l'économie circulaire. Dans ce document, vous avez également des pistes, des éléments qui vous invitent à formaliser l'engagement, à définir la politique de l'entreprise en matière d'économie circulaire, identifier donc vos objectifs, élaborer votre plan d'action et, comme pour tout système de management, procéder à l'amélioration continue du projet avec la revue de direction et les rapports d'audit interne. Donc, ce document-là, il est effectivement un soutien au projet d'économie circulaire puisqu'il aide à les structurer. Il aide également les porteurs de projets à réfléchir avant d'agir et à identifier les risques de transfert d'impact. Mais également, il les aide aussi à identifier des nouveaux bénéfices ou des nouveaux risques à changer de modèle. Je vois que j'ai une question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner un exemple de transfert d'impact? Alors, je vais vous donner un exemple avec les trottinettes électriques en libre service.
en fait, ce modèle économique d'économie du partage. Hein. C'est plutôt que de posséder une trottinette, on va louer l'usage de la trottinette pour aller d'un point A à un point B. C'est ça le principe. Donc, c'est aussi de l'économie de la fonctionnalité. Sauf que, en fait, les trottinettes n'étaient pas nécessairement éco-conçues au départ, et donc elles n'étaient pas très, très robustes. Donc, elles avaient une durée de vie beaucoup plus courte que la durée de vie d'une trottinette dont on aurait la possession et dont on prendrait nécessairement bien plus soin, malheureusement. L'humain est ainsi. Et donc, il s'est avéré que en termes sur l'ensemble du cycle de vie, la trottinette en économie de la fonctionnalité ou économie du partage avait un impact bien plus lourd en termes d'emprise matière et de durée de vie, de courte durée de vie, qu'une trottinette en possession classique ou historique. Donc voilà, là, le transfert d'impact, c'est plutôt que de vouloir réduire l'emprise matière et améliorer l'impact environnemental de ce service ou de cette solution de mobilité, en fait, on a généré davantage de pollution et de déchets à cause de cette faible robustesse. En fait, voilà pour l'exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Ce que tu nous conseilles, peut-être. Sur ce slide, la norme s'intègre au système de management des organisations, donc elle est vraiment bâtie sur la même structure que les normes de système de management. Elle a une forte dimension pédagogique, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le document, il y a toute une annexe de questionnement justement qui permet de réfléchir à quel serait éventuellement l'impact ou le risque de transfert d'impact d'une dimension à l'autre ou d'un domaine d'action à l'autre. Et elle favorise également la valorisation des bonnes pratiques et leur partage. Alors troisième point, avant de passer la parole à Patrice, avant de répondre à quelques questions. Pour parler d'industrie du futur, j'ai repris en fait des témoignages d'industriels ou d'acteurs qui ont participé à la construction de la norme XP X30901 que je viens de vous présenter. Donc, il y a parmi eux Target, qui est un fabricant de revêtements de sol, Flexink, qui est un imprimeur, Suez, qui est donc un acteur de la gestion des déchets. Le 11, c'est un promoteur immobilier, donc c'est dans le BTP. Et Italpolina, c'est un acteur du secteur agricole, donc qui produit des fumiers et des amendements pour l'agriculture biologique. Et ces acteurs-là ont chacun contribué à un guide, enfin un livret, pardon, qui est en libre téléchargement. Je vous partagerai le lien sur le support, qui montre en quoi cette norme les a aidés à activer l'économie circulaire ou à faire œuvre d'économie circulaire. Et ce qu'on en retire, c'est comme témoignage, c'est d'une part, effectivement, pour un des acteurs donc de l'impression, c'est la réduction de l'impact environnemental, à la fois l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des ressources, et un dernier point, c'est avec un enjeu de satisfaction client et d'impression à la demande. À droite, on voit un acteur donc, de la construction qui invite effectivement à utiliser cette norme pour identifier des actions d'amélioration, pour accélérer, mais pour encore renforcer la contribution d'un projet à l'économie circulaire. Et au milieu, c'est la matrice 3x7 qui a été remplie par Suez, mais je l'ai mis sur la slide d'après en un peu plus grand pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Donc, on voit que Suez, sur un projet de centre de tri situé au Maroc, ils se sont appliqués cette norme 3x7 pour identifier tous les bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux qu'ils pouvaient avoir à mieux coopérer avec les trieurs. Donc, ce sont les ramasseurs de déchets. Il n'y a pas de système de collecte de déchets aussi élaboré qu'en France, au Maroc. Et donc, c'est toute une filière informelle qui est là pour trier les déchets, ramasser les déchets et les envoyer dans les bonnes filières de traitement. Et donc, c'est mutuellement bénéfique
entre les trieurs et le centre de tri que de mettre en place ce système de coopération. Et ce que je voulais souligner aussi avec cette matrice 3x7 mise en œuvre, c'est que vous voyez, il y a des trous dans la raquette. La matrice n'est pas pleinement remplie. C'est pas grave, en fait. L'enjeu, c'est pas absolument de remplir toutes les cases. Par contre, c'est de se poser la question de est-ce que je peux faire plus ou aller plus loin en activant ce levier-là ou ce domaine d'action-là, ou bien au contraire, est-ce que ça va risquer de générer des impacts négatifs et auquel cas, je décide de pas aller sur cette action-là. Alors, décidément, voilà. Et enfin, voilà, pour quelle création de valeur, on a identifié différentes pistes de création de valeur en activant l'économie circulaire pour des acteurs industriels, notamment en ce qui concerne l'innovation de l'offre, par la création de boucles de circularité à toutes les étapes du cycle de vie des produits. Ça permet également de générer des ressources, de les rendre plus durables et de les garder dans le système économique plus longtemps. Également, en termes d'innovation d'offres, il y a des perspectives de co-développement d'offres avec des partenaires et ou avec des clients. Et ces co-développements d'offres, ils permettent de se différencier sur son marché et donc d'avoir un temps d'avance par rapport à d'autres acteurs. Deuxième point, l'optimisation des coûts et la sécurisation des opérations. Donc, l'optimisation des coûts, c'est effectivement lorsqu'on garde la matière ou lorsqu'on garde la propriété sur la matière, on a moins besoin de matières premières primaires, dont, je pense, beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience, dont l'enchérissement là est en train de devenir assez catastrophique. Donc, on est vraiment aujourd'hui confronté à une raréfaction des matières premières et donc le fait d'activer l'économie circulaire dans ses opérations permet d'optimiser les coûts et également, dans un second temps, de sécuriser ces opérations en maîtrisant mieux sa supply chain, en allant un peu plus haut auprès de ses fournisseurs ou en se rapprochant géographiquement de ses fournisseurs. Ça permet également de sécuriser ses approvisionnements. Troisième point, réduction des empreintes matière et carbone. Donc, l'empreinte matière, effectivement, est réduite lorsqu'on en allonge le cycle d'utilisation. Également, donc, on réduit l'empreinte carbone lorsqu'on fait circuler les matières localement, plutôt que de les faire venir de beaucoup plus loin. Et on réduit également l'empreinte carbone lorsqu'on découple l'utilisation des ressources de la fabrication des produits, avec quelques réserves selon les cas. Enfin, création d'emplois locaux pérennes. Donc, effectivement, il y a ces enjeux d'économie circulaire, ces nouveaux modèles invitent à inventer de nouveaux métiers ou à redévelopper des métiers qui étaient en train de disparaître, comme la réparation, la logistique inversée également. Et donc, ces créations d'emplois locaux pérennes génèrent de la valeur pour les organisations et également pour leurs parties prenantes. Donc, c'est effectivement gagnant-gagnant. Et dernier point, le réengagement des équipes, qui est aussi une piste de création de valeur, puisque lorsqu'on s'engage en économie circulaire, vous l'avez vu, on fait œuvre de développement durable. En tout cas, c'est ce qui est prôné dans la norme XPX 30901. Et donc, par ce biais-là, on peut également mieux sensibiliser, mieux conserver ces équipes qui sont de plus en plus sensibilisées aux enjeux environnementaux et qui sont de plus en plus regardantes sur les actions de leurs employeurs sur le sujet. Alors, j'ai répondu à quelques questions en cours, mais est-ce que l'économie circulaire peut profiter à des entreprises ou collectivités à l'international? Oui, bien évidemment. L'économie circulaire, elle ne s'arrête pas à nos frontières. Alors, je ne sais pas dire si la France est pionnière en la matière. Par contre, on a pris un temps d'avance en produisant cette norme et en la proposant au niveau ISO. Mais sachez que maintenant, les travaux seront discutés au niveau international pour produire des normes ISO pour outiller les organisations, collectivités et entreprises en matière d'économie circulaire.
Il y a plus de 70 pays qui participent aux travaux, donc c'est véritablement un sujet qui est à très fort enjeu pour beaucoup, beaucoup de pays et beaucoup d'acteurs économiques. Et lorsque je parle de rapprochement des chaînes d'approvisionnement ou de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, c'est bien sûr, je parle des chaînes d'approvisionnement internationales également. Alors, merci pour cette présentation. Dans le cadre de symbiose industrielle où les déchets d'un deviennent la matière première de l'autre, comment aider les entreprises pour minimiser le transfert d'impact puisque l'entreprise qui reçoit la matière n'en maîtrise pas l'approvisionnement. Alors, dans ces échanges de matière, il y a souvent des questions de traçabilité, de qualité, effectivement, de fiabilité de la matière. L'idée est d'éviter que cette matière devienne tout de suite un déchet, mais il faut quand même travailler dès l'amont à la réduction de ces flux de matière voilà, pour effectivement être le plus circulaire possible. Voilà. Ensuite, comment aider les entreprises? Typiquement, il y a des méthodologies d'identification des flux. Et il y a aussi, je crois, un gros travail qui est mené par le réseau Synapse pour aider à nommer, donner une nomenclature à chacun de ces flux et donner de la cohérence à l'ensemble de ces systèmes d'échange. Alors, aura-t-on accès au replay pour assimiler tous? Oui, il y aura un replay, effectivement. Et d'ailleurs, il y a aussi, pour assimiler tous ces éléments, je vais faire ma promotion pour aller plus loin, un ouvrage. Patrice, si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà, donc l'économie circulaire, donc c'est un 100 questions, donc c'est un ouvrage assez facile d'accès qui indique, qui a été donc déjà édité en 2016, donc qui est réactualisé là, et qui est sorti en 2021, en avril dernier, et donc qui vous permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans chacune de ces notions et d'avoir aussi quelques pistes de normes qui peuvent vous aider dans la mise en œuvre de ces différents sujets. Je reprends les questions. Est-ce que l'AFNOR soutient les projets d'économie circulaire? Alors, est-ce que vous parlez de soutien financier ou d'autres soutiens? Parce que nous, on soutient bien évidemment les projets d'économie circulaire. On est plutôt preneur même d'entreprises pionnières et qui viendraient présenter leurs avancées et les partager avec les autres acteurs économiques qui sont autour de la table en normalisation. Ensuite, s'il s'agit de soutien financier, alors l'AFNOR en elle-même ne finance pas de projet d'économie circulaire, mais on offre tout un panel d'autres outils qui permettent de les soutenir et de donner confiance. Anne, tu m'entends? Anne, tu m'entends? Ah, Patrice, je ne t'entends pas. Mais... Ah. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Pour les soutiens financiers, il faut voir avec des acteurs tels que l'ADEME, BPI France ou la région. Oui, effectivement. Est-ce que tu m'entends, Anne? Ah, merci. Est-ce que tu m'entends? Ah, j'ai un souci. Est-ce que tu m'entends, Anne? Est-ce que tu m'entends, Anne? Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends, Anne? Tu m'entends pas? Je vais couper mon micro. C'est pénible. Un peu plus vite. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Vous m'entendez? Oui, Patrice, moi je t'entends très bien. D'accord. Bon, excusez-moi pour ce petit souci. Anne, je ne sais pas si tu m'entends parce que j'ai quelques questions qui me sont venues personnellement. Anne, tu ne m'entends pas. Bon, eh bien écoutez, on va essayer de nous rejoindre. Et puis écoutez, je vais poursuivre. Alors, deuxième séquence de ce webinaire. Donc, vous présentez un programme régional qui a été lancé en région Occitanie il y a maintenant presque 2 ans. Donc, juste avant la période de crise sanitaire, dont l'objectif était d'accompagner donc des entreprises industrielles implantées en région Occitanie dans leur transformation vers l'industrie du futur. Alors pourquoi encore une fois vous parlez d'industrie du futur aujourd'hui sur le sujet de l'économie circulaire, c'est que vous allez voir que ce programme-là peut aider les entreprises industrielles à expérimenter des projets d'économie circulaire à partir du moment où ça correspond à un enjeu de transformation. Alors, ce programme-là, en quoi il consiste? Donc, ce programme régional est une déclinaison d'un programme national dont l'objectif est d'accompagner 10 000 PME françaises sur 3 ans dans, je dirais, l'impulsion vers ce qu'on appelle l'industrie du futur, et on verra comment ce sujet de l'industrie du futur est caractérisé en région Occitanie. Et donc, ce vaste programme national, alors qui est parti d'un double constat, que les PME industrielles françaises avaient du retard dans l'intégration des nouvelles technologies et du digital, et un deuxième constat qui était que voilà, ces nouvelles technologies, le digital pouvait être des leviers aux entreprises pour gagner en compétitivité et faire face à certains pays low cost sur les marchés internationaux. Donc, fort de cela, la région Occitanie donc a lancé un programme donc qui a commencé en 2019 et qui s'arrêtera donc en 2022. Donc si vous souhaitez participer, n'y tardez pas trop. Voilà. Alors, en quoi ce programme consiste? Alors, peut-être tout d'abord la finalité, mais on l'a déjà dit. Gagner en compétitivité, donc c'est essayer de permettre aux entreprises de trouver des relais de croissance, des nouveaux gisements de compétitivité, et aussi de gagner en attractivité, que ce soit vis-à-vis de l'externe ou vis-à-vis de leurs clients, ou bien aussi vis-à-vis de l'interne. Nous accompagnons des entreprises dont l'objectif était de conserver le personnel, d'attirer de nouveaux talents, ce qui n'est pas toujours une chose très simple quand on est sur des territoires éloignés des métropoles, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises de la région Occitanie. Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir montrer que l'entreprise est résolument tournée vers l'avenir et qu'il ferait bon d'y travailler, et puis aussi de pouvoir permettre aux entreprises d'engager un processus de transformation. On verra que l'industrie du futur, ça peut parfois faire peur, ça peut parfois paraître comme un terme abscon. Et donc l'idée, c'est de rendre concret ce sujet-là par l'engagement d'expérimentation. Et on va voir comment ça se passe. Donc ce programme Industrie du futur est organisé en 2 phases. Donc une première phase qui va consister à réaliser un diagnostic 360 degrés. Alors quand je dis 360 degrés, vous verrez que ça recouvre un ensemble de sujets, dont celui de l'économie circulaire. L'objectif est de faire un état des lieux pour regarder quel est le niveau de maturité de l'entreprise au regard des enjeux de l'industrie du futur, et fort de ce diagnostic, de pouvoir travailler sur une feuille de route avec des objectifs prioritaires de transformation. Donc ce diagnostic est financé à 100%. Voilà, par un cofinancement État-région. Donc, ce qui est assez rare dans les dispositifs d'accompagnement. Donc, je ne peux que vous inviter à vous y inscrire. Donc, pour les entreprises qui souhaitent aller au-delà de cet état des lieux, de cette feuille de route, elles peuvent entrer dans une deuxième phase. Donc, une suite logique, vous verrez,
qui est ni plus ni moins que l'engagement d'un plan d'action au regard des priorités qui auraient été identifiées lors du diagnostic. Voilà. Donc là, on va être sur de l'accompagnement, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'engagement de projets. On travaillera également avec l'entreprise sur l'élaboration du business plan et du retour sur investissement que l'on peut attendre des actions et jusqu'au lancement, je dirais, opérationnel des proof of concept qui permettent de tirer tous les enseignements des actions pour engager un déploiement, je dirais, plus global au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise peut bénéficier d'un accompagnement de 25 jours qui lui est financé à 50%. Donc, qui peut être bénéficiaire de ce programme-là? Donc, toute entreprise, je dirais, industrielle, dès lors que votre activité principale revêt un processus de production, de fabrication, de transformation. Alors, bien entendu, il faut que vous soyez implanté en Occitanie. Et vous voyez que voilà, l'éventail des bénéficiaires est très large, puisque ça s'étend jusqu'aux entreprises de plus de jusqu'à presque 5000 salariés. Vous voyez que le spectre d'éligibilité est très large. Alors, comme je le disais tout à l'heure, parfois le sujet industrie du futur peut paraître assez abscon, voire parfois élitiste par les illustrations que l'on peut en donner. Donc, soyez rassurés, ce programme-là s'adresse à toute entreprise, quel que soit leur niveau de maturité au regard des enjeux de l'industrie du futur. Donc, dans les entreprises que nous accompagnons, nous en avons qui ont déjà engagé des projets et qui souhaitent en développer de nouveaux, et d'autres qui au contraire s'interrogent, se posent la question sur ces différents enjeux de l'industrie du futur, quel caractère, je dirais, stratégique ils peuvent revêtir pour les organisations. Voilà, donc comme le dit la région, s'il faut passer du papier à l'Excel et que pour vous c'est un saut avéré, écoutez, vous êtes tout à fait éligible. Voilà, donc c'est assez caricatural, mais tout ça pour montrer que voilà, ce programme-là ne s'adresse pas qu'aux fleurons industriels, mais au contraire a pour encore une fois l'objectif de permettre aux PME de pouvoir engager ce processus de transformation et impulser une dynamique. Alors, quelle est la philosophie de ce programme-là? Alors, comme ça a été vu parmi les exemples qui ont été donnés par Anne, ce qu'on souhaite éviter, c'est que d'être immédiatement dans l'action, mais de bien comprendre tout d'abord quels sont vos enjeux, quels sont vos enjeux stratégiques, comment les entreprises se voient à l'horizon des 5 prochaines années, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'elles recherchent en termes de résultats, d'objectifs, et à partir de là, on va regarder dans l'organisation sur quoi il faut agir pour atteindre ces objectifs et pour atteindre les enjeux qu'elle s'est fixés. Donc, pour cela, la région nous donne un cadre de référence, si ça fait bien passer, voilà, que vous avez ici, qui est important, puisque finalement, ça va être le cadre structurant du diagnostic, qui se décompose autour de 7 facteurs. Donc, vous avez bien entendu le facteur technologique et numérique, qui est un élément important. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas immédiatement de vous faire basculer sur les sujets de l'intelligence artificielle, des jumeaux numériques, mais au moins de vous poser la question sur en quoi les nouveaux outils numériques et les nouvelles technologies peuvent vous permettre, alors soit de vous faire gagner en performance, en compétitivité, mais aussi, pourquoi pas, en quoi ça peut vous aider à développer de nouvelles ou appuyer vos relations avec vos clients et vos fournisseurs. Voilà, par exemple les nouveaux outils numériques qui permettent de favoriser les relations entre les entreprises et leurs fournisseurs et aussi entre les entreprises et leurs clients. Vous allez également retrouver la brique performance industrielle. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Anne, et ça fait aussi écho au sujet de l'économie circulaire, c'est de vous inviter à réfléchir sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, de l'approvisionnement jusqu'à la livraison de vos produits, voire jusqu'à leur élimination, et de regarder sur cette chaîne de valeur quels seraient les sujets qui permettraient de vous faire progresser. La performance organisationnelle,
puisqu'encore une fois, voilà, l'idée c'est de bien placer finalement l'entreprise sur une voie durable de transformation. Et donc, ces transformations doivent être appuyées par l'organisation de l'entreprise. Et donc, on va également regarder comment est structurée l'entreprise, comment elle est organisée. On va également retrouver la brique énergétique et environnementale. Donc, on l'a vu dans la définition que j'ai donnée au tout début. Hein. L'industrie du futur, c'est aussi une entreprise qui va être plus performante du point de vue environnemental et énergétique. Donc là aussi, c'est là-dessus on va vous challenger, et on a vu que l'économie circulaire pouvait apporter des réponses sur ces deux sujets. L'économie circulaire, on l'a vu, c'est également identifier de nouveaux modèles. Anne a, par exemple, parlé de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là aussi, on va questionner les dirigeants sur ces nouveaux modèles économiques, de quelle manière ils peuvent être pertinents, en tout cas intéressants de pouvoir s'interroger. Et puis aussi, parler de l'industrie du futur en oubliant le côté humain n'aurait pas de sens. Donc bien entendu, on va parler des questions toujours assez sensibles dans les organisations, qui est l'accompagnement au changement. Les nouvelles technologies, les robots, ce n'est pas fait pour supprimer de l'emploi, mais voir comment finalement travailler ensemble, accompagner finalement les collaborateurs, parfois vers de nouveaux métiers. Voilà, donc tous ces sujets sont majeurs, puisqu'encore une fois, l'humain est bien au cœur de la transformation. Et puis excusez-moi de te couper, c'est Nathalie, mais il y a plusieurs personnes qui trouvent que le son est vraiment très désagréable, donc qui ont du mal à t'entendre. Donc je ne sais pas si tu peux peut-être essayer. Alors, est-ce que là ça va mieux? C'est vrai que c'est assez sourd, donc peut-être essaye de mettre ton casque micro, je ne sais pas. Mais là, il ne marche pas. Ah, là, c'est mieux. Oui, là, c'est plus saturé. Bon, écoutez, il y a des mystères de l'informatique. Très bien. Bon, alors, excusez-moi si c'était pas très audible. Voilà. Et donc, le dernier critère sur l'industrie du futur, qui est celui de la vision et de la stratégie. Alors, on l'a placé volontairement au centre, puisque c'est celui qui va porter l'ensemble des autres facteurs. Donc, on va, comme je disais tout à l'heure, s'interroger en amont sur vos enjeux, sur la stratégie de l'entreprise, et voir finalement comment ces 6 autres piliers de l'industrie du futur peuvent contribuer et aider l'entreprise à atteindre sa vision et sa stratégie. Voilà. Tout ceci pour parfois éviter, encore une fois, de se plonger dans l'action immédiate sans avoir réfléchi le sens de l'action, voire parfois sur des effets gadgets, comme on a pu le voir dans certaines entreprises que l'on accompagne, voilà, qui ont acheté des solutions, mais qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas ou plus utilisées. Voilà. Parce que voilà, des réflexions en amont sur la formation des personnes, l'intérêt de la solution n'a pas forcément été bien clairement posé. Donc, vous avez ici voilà, le cadre de référence sur lequel nous allons réaliser en tout cas en premier temps le diagnostic des entreprises. Donc, quand je dis on, c'est que voilà, la région a référencé 7 prestataires pour accompagner les entreprises, et voilà, nous avons été référencés, l'AFNOR, avec des partenaires historiques que sont le cabinet Stratéis, qui est plutôt spécialisé en coaching équipe de direction, accompagnement au changement, dont on a vu que c'était un des enjeux de l'industrie du futur. Et puis, plus original, on s'est adossé aux équipes de transformation technologique et digitale de Bosch à Rodez, qui ont une expérience et une maturité avérée sur ces sujets de Industrie 4.0. Ils ont fait partie des premières entreprises labellisées vitrine industrie du futur. Et donc, ils œuvrent voilà, à nos côtés pour accompagner les entreprises dans ce programme-là et apporter vraiment un regard très pratico-pratique d'utilisateurs, voilà, de ces nouvelles technologies, du digital, mais aussi des sujets tels que la performance opérationnelle des organisations. Donc, comme ils le disent si bien, à défaut de savoir ce qu'il faut faire exactement, ils savent ce qu'il ne faut surtout pas faire pour engager des projets de transformation. Ils le diraient mieux que moi, ils se sont trompés au début. Voilà.
parce que voilà, des projets mal engagés, mal conçus, parfois en occultant le facteur humain. Donc tout ceci, voilà, ils ont un background important sur ces sujets-là et sont prêts à vous le faire partager durant ce programme-là. Et puis nous, voilà, nous intervenons également sur les sujets de transformation organisationnelle, puisque notre cœur de métier, c'est bien le diagnostic, conseil, accompagnement sur tous les systèmes d'organisation. Voilà, donc ça nous permet, voilà, d'avoir, je dirais, une prestation, je dirais, où nous avons, je dirais, uni nos compétences pour apporter le meilleur service aux entreprises et surtout éviter voilà, d'oublier, je dirais, aucun aspect de l'industrie du futur et des transformations, que ce soit organisationnelle, technologique ou managériale. Voilà, donc ça, c'est voilà, quelques points complémentaires sur Bosch, mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de rendre très, très pratique, voilà, ces sujets de l'industrie du futur ou industrie 4.0. C'est la même chose. Alors, comment ça se passe un peu plus concrètement? Donc, le diagnostic, donc, comme je dis, l'objectif est de proposer aux entreprises une feuille de route. Alors, comment nous sommes organisés? Alors, en trois temps. Un premier temps qui est important dans le diagnostic est de bien comprendre le contexte et les enjeux de l'entreprise au regard, voilà, des enjeux de l'industrie du futur. Donc, il y a un temps de préparation en amont que l'on fait avec l'équipe de direction pour, voilà, bien comprendre quel est l'environnement de l'entreprise et aussi de partager ces premiers éléments de réflexion sur le sujet de l'industrie du futur. Donc ça permet aux intervenants de bien se préparer pour ensuite aller sur site, aller à la fois regarder les pratiques de l'entreprise, donc au regard des 7 facteurs de l'industrie du futur que je vous ai indiqué auparavant, donc qui constituent la première journée sur site. Donc on va échanger avec vos équipes, on va aller regarder vos process, voir comment vous êtes organisés, quelles sont vos réalisations, pour déjà identifier finalement vos points forts, mais aussi vos pistes de progrès. Donc de cette première journée, donc ça va nous donner une vision assez précise de la maturité de votre entreprise et on va travailler la deuxième journée, donc dans un format d'animation totalement différent puisqu'on ne sera plus dans un exercice d'évaluation de pratique, mais plutôt d'idéation, c'est-à-dire qu'on va travailler avec vos équipes managériales et aussi opérationnelles au travers de workshops pour finalement identifier quels sont les sujets stratégiques importants qu'il faudrait retenir et sur lesquels il pourrait être intéressant et pertinent d'engager des actions à moyen et court terme. Voilà. Et de ce séminaire vision, de ces workshops, en sortira donc une feuille de route qui sera vraiment une œuvre collective de l'ensemble de vos collaborateurs, avec bien entendu la participation des décideurs de l'organisation. Donc, notre approche de diagnostic, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour que vous puissiez bien comprendre quelle est la philosophie. Donc, on n'est pas là, c'est pas une certification, c'est pas un audit, hein. On est là encore une fois pour identifier quels seraient les leviers de transformation qui pourraient être pertinents pour l'entreprise. Donc, quand je vous disais qu'on faisait le diagnostic sur la base des 7 facteurs de l'industrie du futur que vous avez dans le petit encart à gauche, hein, l'idée c'est pas d'arriver à la conclusion ou de vous forcer à forcément trouver des actions à mettre en place sur l'ensemble de ces 7 sujets, hein. Il y en a peut-être certains qui revêtent plus ou moins d'enjeux pour votre entreprise. Et donc ça, c'est ce qu'on propose dans la logique d'évaluation, hein. C'est d'identifier finalement au travers de l'ensemble de ces critères-là, lesquels vont être de vrais leviers de transformation. Voilà. Donc vous avez sur la partie gauche, je dirais la logique, voilà, la logique d'évaluation, c'est qu'on va regarder finalement, est-ce que ces critères de l'industrie du futur, est-ce qu'ils ont un effet de levier stratégique pour votre entreprise? Autrement dit, est-ce qu'ils ont la capacité finalement à vous faire progresser, à engager votre transformation? Donc, on a fait une petite échelle de cotation pour trouver du relief dans les appréciations. Et on va, au regard de ces critères-là, également regarder quelle est la maturité de vos pratiques. Donc, vous l'avez compris dans la matrice, hein, l'idée, c'est de bien vous faire travailler sur les critères de l'industrie du futur qui ont un effet de levier important et sur lesquels vous avez
des progrès à faire et une maturité de pratique à améliorer. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer qu'on n'est pas, on veut pas traiter tous les sujets au même niveau. L'idée est d'aller vous faire progresser là où c'est pertinent. L'organisation du deuxième jour de diagnostic, donc comme je vous le disais, donc c'est un format d'animation destiné à susciter des idées. Donc on a travaillé on travaille cette journée sur trois workshops. Un premier workshop qui va concerner la stratégie et la vision. Donc un workshop qui va surtout concerner l'équipe de direction, où le premier objectif, c'est de partager les éléments de stratégie. Alors, on pourrait penser que c'est des choses qui sont évidentes au sein d'un comité de direction, et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, et que c'est un exercice très intéressant et très apprécié de l'équipe de direction, qui est de prendre un petit peu de recul et de se projeter. Comme on dit souvent, c'est comment vous rêvez votre entreprise dans les 5 prochaines années. Et donc, il ressort toujours des éléments assez intéressants. Donc, ce workshop Vision Stratégie va permettre de bien identifier là où l'entreprise veut aller. Et ensuite, on va travailler sur 2 autres workshops qui sont plus opérationnels. Donc, un premier sur les sujets de performance industrielle et de transformation technologique. Voilà, donc là, c'est avec davantage les équipes opérationnelles, où le but, c'est d'identifier quels sont les sujets de performance industrielle qui sembleraient pertinents à l'entreprise de progresser ou clairement d'innover et d'engager de nouvelles actions. Et puis un troisième workshop qui, lui, sera concerné aux aspects organisationnels et plus largement sociétal de l'entreprise. Et de ces workshops, donc, va résulter une feuille de route, voilà, à 24 mois, qui va, entre autres, définir les domaines d'action sur lesquels il serait pertinent que l'entreprise s'engage. Voilà, donc vous avez ici un petit peu le synoptique de ces workshops, hein. Donc, le workshop Vision Stratégie, on va déjà partager, aider à l'activation de bien partager sa vision. Au travers de là, de regarder, d'identifier quels sont les axes stratégiques prioritaires. Et pour une excellente pratique pour identifier ce qui est prioritaire, c'est d'associer à ces axes prioritaires, finalement, les objectifs, ce que nous on appelle les sauts de performance attendus. Donc, on va retenir les axes sur lesquels, je dirais, les sauts de performance attendus sont les plus ambitieux. Et à partir de là, on va les regarder en s'appuyant sur le workshop 2 et 3, comment les sujets des nouvelles technologies, du numérique, comment les sujets organisationnels peuvent aider l'entreprise à atteindre ces sauts de performance. Et tout ceci va être formalisé dans une feuille de route. Voilà, donc vous avez ici quelques images des workshops, hein. Nous, notre posture, elle est vraiment d'aider à ce que les personnes, finalement, je dirais, partagent leurs idées. On est des facilitateurs, on n'est pas là pour imposer des schémas préconçus. Voilà. On est là pour animer, susciter les idées et ensuite les mettre bien en perspective. Donc ici, vous avez les livrables issus du diagnostic. Donc l'entreprise a un rapport complet. Donc vous aurez une analyse globale sur comment vous vous situez par rapport aux différents enjeux de l'industrie du futur. Et pour chacun des enjeux, vous aurez une analyse détaillée qui comprendra finalement les points forts, les pistes de progrès et les leviers de transformation sur chacun des axes qui seraient pertinents d'engager. Ça, c'est le premier livrable. Et le deuxième livrable est la feuille de route, la feuille de route à 24 mois, qui vous permet d'identifier finalement, au regard des enjeux que l'entreprise a identifiés, les sauts de performance attendus et également les types d'actions ou d'expérimentation, ce qu'on appelle les POC, les Proof of Concept, qui pourraient être engagés pour atteindre ces résultats. Alors, on insiste sur la notion d'expérimentation. Le but, c'est d'aider les entreprises à faire un premier pas. Voilà. Et on sait très bien que quand on obtient des résultats rapidement, c'est plus facile pour embarquer les équipes, hein. Donc, l'idée, c'est de trouver des expérimentations qui soient bien adaptées pour qu'elles puissent apporter des résultats à court terme et qu'elles puissent être un phénomène d'entraînement des équipes pour aller au-delà.
Donc ça, c'est pour la première phase. Donc vous avez ici quelques exemples d'entreprises que l'on accompagne. Donc c'est essentiellement de la PME, voire même petite PME, et tout secteur d'activité. On a aussi bien du textile que de la mécanique, que des fabricants de matériaux de construction. On a par exemple des granitiers, entreprises textiles, agroalimentaires, etc. Donc c'est vraiment un programme qui est destiné à finalement tous les secteurs industriels de la région. La deuxième phase, donc c'est une phase d'accompagnement sur mesure. Donc vous avez vu que le diagnostic s'arrêtait à l'élaboration de la feuille de route avec des préconisations d'action. La phase 2, c'est le prolongement naturel, où l'objectif, c'est de vous accompagner dans la mise en place des plans d'action. Voilà, donc notre posture, et ce qui est important, hein, on n'est pas là pour faire, on est là pour faire faire. Voilà, donc on se situe en posture de coach projet, ce qu'on appelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Hein. Donc l'un des premiers, je dirais, conseils aux entreprises, c'est selon les sujets, de travailler sur la nomination d'une équipe projet, et on va ensuite accompagner l'équipe projet à mener à bien gérer son projet de transformation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez ici la logique de notre accompagnement. Alors on passe énormément de temps dans la conception du projet, puisqu'on s'aperçoit que parmi les facteurs qui font que les projets n'aboutissent pas ou n'atteignent pas les résultats attendus, c'est que ils n'ont pas été correctement définis. Et quand je dis correctement définis, c'est les objectifs, les moyens, les ressources. Donc c'est pour ça que ce qu'on appelait, et ce que la région appelle l'étude approfondie, on va travailler sur la conception du projet. Voilà. En étant très clair et en vous faisant travailler sur quels sont les objectifs attendus, quels vont être les facteurs de réussite, quelles sont les ressources qui vont être employées sur le projet, et on fera valider ces éléments-là par la direction. Et une fois que finalement le projet est bien défini, on en a bien défini les contours, les tenants aboutissants, on va accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de ces actions. Alors s'il y a besoin, par exemple, sur certains sujets de faire appel à ce qu'on appelle des offreurs de solutions, par exemple, on accompagne des entreprises sur la mise en place d'un ERP. Nous ne sommes pas vendeurs de solutions d'ERP. Donc, nous allons aider les entreprises à finalement établir un cahier des charges qui va clairement identifier son besoin pour qu'ensuite elle puisse choisir le bon offreur de solutions. Voilà. Élément important aussi, et ce qui fait un peu la particularité de notre offre, hein, c'est qu'on va aussi et surtout s'appuyer sur le retour d'expérience de Bosch. Donc, durant le parcours d'accompagnement, on invitera les entreprises que l'on accompagne à se rendre directement sur le site de Bosch à Rodez pour pouvoir échanger et partager avec leurs équipes en charge de ces sujets de transformation. On est convaincu que l'approche collective est aussi un bon moyen d'innover, et l'échange entre pairs, on sait que c'est toujours apprécié par les entreprises. Donc, on essaiera de le favoriser autant que cela est possible. Voilà, bon, ça c'est juste quelques éléments de détail parce que je vois que l'heure retourne. Alors, on a prévu pour cette phase d'accompagnement un ensemble de livrables que l'on utilisera si l'entreprise n'a pas d'équivalent ou si l'entreprise a ses propres outils. Bon, on les utilisera. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir accompagner au mieux les équipes projets pour que les expérimentations, je dirais, aboutissent à un résultat. Voilà. Alors, comment procéder pour bénéficier de ce programme? Alors, c'est assez simple. La région a mis en place un dispositif assez simple et pragmatique. Hein. Donc, vous pouvez vous inscrire au fil de l'eau. Hein. Tous les mois, il y a des commissions au sein de la région qui valident les dossiers d'éligibilité des entreprises. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Je vous transmets le devis. Donc, vous l'avez vu pour le diagnostic, hein, il n'y a pas de surprise. Hein, le montant est de 6 000 €. Il vous est financé à 100%. Donc, à partir du moment où vous avez ce devis, vous pouvez adresser votre demande
sur la plateforme électronique de la région, donc le hub Entreprendre, où vous allez constituer votre dossier. Il y a quelques pièces administratives à fournir, mais qui sont des pièces classiques. À partir de là, la région va analyser la recevabilité de votre dossier, et dès lors qu'il est éligible, on peut engager la prestation. Voilà, donc c'est un processus qui peut être assez rapide. En 2 mois, voilà, vous pouvez construire votre dossier et l'avoir validé avec la région. Voilà. Généralement, l'étape qui prend le plus de temps, c'est la construction, voilà, du dossier, hein, même si les pièces administratives ne sont pas très nombreuses. Voilà, c'est toujours une tâche un petit peu compliquée. Voilà, faut trouver le temps, mais c'est quand même assez rapide. Voilà, la région a mis en place un dispositif assez réactif là-dessus. Donc voilà pour le programme. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Patrice, il y a une question d'une personne donc, qui souhaitait savoir si Bosch avait une expérience dans l'intégration de l'économie circulaire dans leur modèle, en fait, dans le diagnostic. Voilà. Et c'est un exemple. Oui, alors, comme ça, il ne me vient pas d'exemple. Après, ce que l'on fait quand on intervient avec les équipes de Bosch à Rodez, selon les sujets qui animent les entreprises, si par exemple une entreprise a très clairement identifié voilà, l'économie circulaire comme un sujet d'enjeu, on va aller en amont du diagnostic, aller regarder au sein de Bosch s'il y a des personnes qui ont traité plus particulièrement ce sujet-là. Et si ce n'est pas le cas, s'appuyer sur voilà, les autres sites Bosch en France pour encore une fois apporter ce retour d'expérience. Voilà, donc c'est tout l'intérêt voilà, de s'être, entre autres, adossé à ce partenaire. Ils ont également développé des pratiques, je dirais, tout à fait intéressantes sur les économies d'énergie. Voilà, bon, on accompagné une entreprise dont c'était un sujet d'enjeu. Et ben, on l'a mis en relation avec le monsieur énergie de Bosch à Rodez. Et puis, ils ont pu échanger de façon très, très pratico-pratique sur les démarches et les outils qu'ils avaient mis en œuvre. Donc là, je ne peux pas vous dire s'ils ont une expérience significative en la matière, mais en tout cas, c'est des questions qu'on peut leur poser et ils trouveront des réponses. Si ce n'est pas chez eux, c'est au sein du groupe. Il y avait aussi une autre question d'une personne qui a quitté la réunion, mais bon, qui peut intéresser les autres participants. Savoir si donc ce programme régional est un programme test, d'une part, et s'il y aura peut-être une reconduction de ce dispositif. Alors, ce programme-là, comme je l'ai dit, il a été lancé en 2019. Il est prévu qu'il se termine 2022. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je ne sais pas s'il sera prolongé. C'est encore trop prématuré. Voilà. Personnellement, si c'est de mon avis, je voudrais bien, puisqu'on voit que les entreprises en retirent beaucoup de bénéfices. Voilà. Voilà. Ceci étant, aujourd'hui, je n'ai eu aucun message en ce sens-là de la part des organismes financeurs que sont l'État et la région. Voilà, bah écoute, c'est tout ce que je vois. Après, il y avait une question, mais sur qui réalise le diagnostic et les plans d'action, mais ça, de toute façon, tu as apporté les éléments de réponse dans la présentation. Peut-être revenir rapidement, dessus, si tu le souhaites. Ouais, 2 éléments. Donc, le diagnostic est réalisé par 2 personnes. Donc, un intervenant, on va dire AFNOR, avec le profil, je dirais, transformation organisationnelle, et une, voire 2 personnes selon la taille de l'entreprise, de l'équipe Bosch de Rodez,
qui, eux, vont davantage œuvrer sur les questions de performance industrielle, transformation technologique et du numérique. Alors, bien entendu, on a les deux sujets organisationnels et technologiques ne sont pas séparés, hein. On les traite en commun, mais voilà, mais ça permet d'avoir une expertise sur ces deux volets-là. Et l'accompagnement va se faire également en binôme, puisqu'on s'aperçoit que même si le sujet porte sur, sur des sujets technologiques, on s'aperçoit que la technologie seule ne fait rien, il faut toujours l'adosser aux aspects organisationnels, accompagnement au changement. Donc voilà, on agit toujours en binôme. Bon, bah, écoute, alors il y avait une autre question. Ne devait-il pas être question du lien entre industrie du futur et économie circulaire? Ah, ça n'a peut-être pas été très clair sur le, voilà. sur le sujet. Ben, voilà, ça tombe bien. Comme on l'a vu, hein, l'économie circulaire, en tout cas dans le modèle industrie du futur tel que vous l'avez ici, vous le retrouvez à plusieurs niveaux. Vous le retrouvez au niveau des nouveaux modèles. Autrement dit, l'industrie du futur est une industrie aussi qui doit s'interroger, voilà, sur de nouveaux modèles. Voilà. Encore une fois, Anne en a donné quelques exemples. L'économie de la fonctionnalité, trouver de nouveaux modes de coopération avec sa supply chain. Et on voit que l'économie circulaire apporte des éléments sur ce sujet-là. On voit aussi également que dans les enjeux de l'industrie du futur, on retrouve les questions de performance environnementale et énergétique. Et bien entendu, voilà, l'économie circulaire doit aussi apporter des réponses sur ces deux volets-là. Anne a commencé sa présentation en citant les facteurs clés de réussite d'un projet d'économie circulaire, en tout cas tels qu'ils étaient exprimés par les entreprises. Donc, ils ont vu qu'il y avait l'engagement de la direction qui était un élément fort. Et quand on parle d'engagement de la direction, c'est ni plus ni moins qu'il faut que, pour que ça marche, que ces sujets-là soient des sujets d'enjeu et stratégiques pour l'entreprise. Et on voit bien que le volet stratégie est un volet important aussi de l'industrie du futur. Et bien entendu, l'accompagnement humain, comme toute démarche de progrès pour l'industrie du futur ou pour l'industrie du futur, l'entraînement des collaborateurs, hein, leur formation, leur sensibilisation est un élément important. Donc voilà, là aussi, on retrouve une totale, je dirais, symbiose. Et puis sur une nouvelle technologie de production et le numérique, ben, c'est en quoi aussi ces nouvelles technologies où le digital peut aider les entreprises sur ces projets d'économie circulaire. Voilà. Donc, merci. Il y a toujours alors une autre remarque sur justement le coût, hein, les incidences effectivement de l'utilisation du numérique sur les problématiques environnementales. Voilà. Donc, c'est mis en balance. Tout à fait. Ben, on retrouve tout à l'heure quand Anne parlait de transfert d'impact, hein, et c'est pour ça que en tout cas nous c'est notre posture, c'est d'éviter de se projeter immédiatement dans la solution. Donc en tout cas nous c'est encore une fois c'est comme ça qu'on évite, en tout cas les entreprises que l'on accompagne à réfléchir, c'est toujours à essayer de penser global et de se dire finalement est-ce que ce sujet-là, a priori, vous souhaitez y aller, mais est-ce que c'est une vraie bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Voilà. Donc nous, notre posture, c'est d'inviter l'entreprise à se poser toutes les questions pour qu'elle puisse faire le choix de façon la plus éclairée possible. Voilà. Et en ayant connaissance, je dirais, des impacts que sa décision va avoir. Mais oui, c'est un vrai sujet. Effectivement, je trouve que c'est un bon exemple de transfert d'impact. Mais en revanche, les données, si les données collectées par l'industriel permettent de gagner en performance environnementale par ailleurs ou de gagner en performance sur les flux d'autres matières,
il faut faire la balance entre l'impact du numérique et l'impact de l'économie de flux générés par cette nouvelle solution digitale, par exemple. Et par ailleurs, dans les solutions digitales, il y a de plus en plus de travaux qui visent à faire de l'éco-conception logicielle. Alors, je ne sais pas si dans le big data, c'est encore très, très développé, mais en tout cas, sur tout ce qui est services numériques, il y a de plus en plus de travaux qui visent à justement intégrer dès la conception des outils digitaux leur impact en termes de consommation d'énergie, en termes de lignes de code, de nombre de serveurs, nombre de requêtes, etc. pour limiter l'impact sur l'environnement. Donc, c'est un ensemble et l'approche holistique est d'autant plus importante dans ce genre de situation. Bon, bah moi de mon côté, je ne vois pas d'autres questions. Bien. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Alors voilà, nous espérons que cette webconférence aura répondu à vos attentes. Vous aurez voilà nos coordonnées, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Comme je disais en introduction, on vous enverra donc le support en version électronique et le replay si c'est audible. Et je vous prie encore de m'excuser du défaut de mon micro. Voilà, donc merci encore pour votre participation. Merci Anne pour ta disponibilité. Et puis écoutez, on espère de vous revoir à très bientôt. Merci. Patrice.